rayon de soleil sur cette place Gardin, qui est la place des idées de l'émission Les idées en place. Donc la place des idées qui nous remet les idées en place. Alors le concept de l'émission, vous l'aurez compris, ce n'est pas que nous sommes pauvres, nous sommes à l'extérieur parce que nous avons choisi d'être à l'extérieur, sur une place minérale, et nous serons là, si tout va bien, tout l'hiver, qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il vente, c'est le concept. Les saisons passent, les heures du jour passent, et nous sommes là à tourner, à faire tourner les idées. Non pas tourner en rond, mais faire tourner les idées, les partager. Et je suis dans ce contexte circulaire, particulièrement heureuse d'accueillir aujourd'hui Jackie Buet, directrice fondatrice du Festival international de films de femmes de Créteil, ô combien célèbre dans le monde entier, le festival vers lequel tous les festivals qui montrent les travaux des réalisatrices ont les yeux tournés, puisque c'est quasiment le premier, le plus important dans le monde. Bonjour Jackie, que j'aime profondément. Bonjour et bonjour Jackie. Alors, il m'est arrivé une drôle d'histoire, c'était au mois de mars. Nous préparions la soirée d'ouverture du festival. Il était 14 h, nous étions dans ce grand hall qu'on appelle la piscine à la Maison des Arts de Créteil, et tu es descendu nous voir. Nous préparions le spectacle d'ouverture et tu es descendu nous voir en disant « Arrêtez les répétitions, le festival est annulé car le Premier ministre vient d'annoncer l'interdiction de réunion de plus de 100 personnes. » C'était 3 jours avant le confinement. Tu as été la première, le Festival international de films de femmes de Créteil a été la première manifestation à être annulée à cause du Covid. Retour sur ce moment très particulier, Jackie. Oui, ça a été un moment très difficile, un moment très frustrant, un moment à la fois où notre énergie était réunie pour démarrer une soirée formidable. On avait en ouverture effectivement le spectacle de Karine, on avait un grand film d'Agnieszka Holland, qui est une réalisatrice polonaise à la fois francophone et avec un pied aux États-Unis, parce que quand on est une grande réalisatrice, on fait un tour aux États-Unis, à Hollywood. Donc voilà, le festival a été annulé. Nous avons, comme tout le monde, fait le confinement. Et puis, à partir du 22 juin, nous avons essayé de rebondir avec les salles de cinéma partenaires. Et ça n'a pas été simple, mais voilà, on continue, bon an, mal an, à revendiquer de faire un prochain festival. Et rendez-vous est pris pour 2021. Et nous continuons et nous entamons la nouvelle programmation. Donc j'ai vécu en direct un moment hallucinant. C'est-à-dire qu'un festival, comme le Festival de Créteil, qui accueille des dizaines d'invités et de réalisatrices, des dizaines de films. Jackie nous dira combien de films en compétition, combien de films sont montrés pendant ces 2 semaines de festival. Un an de préparation, de voyage, de quête de moyens financiers, de subventions, toute une programmation, toute une communication distribuée, un affichage partout, et 3 heures avant l'ouverture, l'annulation. Donc Jackie, c'est un moment très singulier. Bien entendu, nous savons que tu sauras rebondir, et le festival aussi. Nous sommes tous en attente de voir la belle programmation que tu avais préparée, proposée. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur cette édition qui n'a pas eu lieu? Et en général, sur le festival, combien de films en compétition, combien de sections, puisque c'est un festival très riche, très abondant, avec une représentation internationale très fournie. Le festival réunit à peu près 130 films, on va dire, chaque année, à la fois des courts-métrages, des longs-métrages, fiction et documentaires. Il a la particularité depuis le début de rendre hommage aux pionnières du cinéma. Vous avez certainement entendu parler d'Alice Guy. Nous l'avons découverte il y a presque 30 ans à Créteil. Aujourd'hui, elle est un peu mieux reconnue. Je viens de terminer une émission sur France Culture avec d'autres journalistes en hommage à Alice Guy.
Donc voilà, ça c'est un travail qu'on mène, à la fois le cinéma contemporain, les réalisatrices d'aujourd'hui, on pense à de très jeunes réalisatrices françaises et étrangères, mais aussi les pionnières. Et bientôt d'ailleurs on va rendre hommage, je crois que c'est demain d'ailleurs, samedi, une émission sur Jacqueline Audry. Donc à la fois l'histoire du cinéma, la place des femmes dans cette histoire, et puis la nouvelle génération. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la période d'arrêt du festival n'a pas été négative en termes de ressenti, puisque nous avons commencé à réfléchir sur notre métier, à réfléchir sur l'importance de l'image, à réfléchir sur le fait que l'image est un langage, c'est une langue, et que nous avons pu continuer à faire par exemple tout ce travail en direction des scolaires et des collèges et des lycées, par le biais d'Internet, puisqu'on ne pouvait pas se réunir ni rencontrer les élèves. On a abouti notamment des ateliers sur la beauté. Et c'était vraiment magnifique ce que les élèves ont réussi à rendre comme travail sur la beauté à travers l'image. Comment eux se représentaient la beauté ou leur beauté. Et on a partagé donc avec les publics collèges et lycéens ce travail de réflexion. Et puis on s'est dit, voilà, on va essayer d'inventer un nouveau chemin de fer. Mais le faire, F-A-I-R-E, c'est-à-dire inventer peut-être pour les prochains mois d'autres démarches, d'autres investigations. Alors, ce qui est passionnant au Festival international de films de femmes de Créteil, c'est précisément que non seulement on voit des films, mais on réfléchit. Tu parlais de cette thématique de la beauté qui, effectivement, par rapport à l'histoire de la création des femmes, la créativité des femmes, on a toujours posé la question, parfois avant même de poser la question de la valeur de l'œuvre, généralement, on pose la question de la présence physique d'une femme, et les féministes ont toujours demandé à ce que ce canon de la beauté du corps des femmes ne passe pas avant ce qu'elles ont dans la tête. Et voilà que tu mets sur le devant de la scène cette thématique de la beauté, absolument de manière provocatrice, si je puis dire. Tout ça pour vous donner à sentir à quel point à Créteil, non seulement on voit, on réfléchit, et comment les images vous amènent à réfléchir, mais comment éventuellement on change le monde. Je crois que le Festival de Créteil a changé la donne, a eu une influence considérable, non seulement sur l'apparition d'un plus grand nombre de réalisatrices en France, mais peut-être dans le monde. Où en sommes-nous justement par rapport à tous ces combats idéologiques? Certains disent que le féminisme est un humanisme. Ces combats idéologiques portés par le féminisme. Petit point sur les idées féministes aujourd'hui, un état des lieux et le statut des femmes dans la création cinématographique. Alors ça va m'amener à parler du thème qu'on a choisi cette année pour le prochain festival, qui est la notion d'héritage. Parce que ce qui peut définir le féminisme aujourd'hui, ou les féminismes aujourd'hui, c'est le rapport entre les générations. Il y a un très bel ouvrage qui vient de sortir aux éditions de la Découverte qui raconte l'histoire des féminismes. Parce que le féminisme n'a pas commencé avec notre génération dans les années 70-75, il a commencé bien avant. Et on peut remonter déjà à 1789 avec des personnalités comme Olympe de Gouges, qui d'ailleurs a été guillotinée pour ses idées à la fois féministes et aussi anti-esclavagistes à l'époque. Ce n'était pas encore gagné de reconnaître la place des femmes et reconnaître la place des gens de couleur. Donc ce festival est un héritier du féminisme, est un héritier aussi de la culture de l'image et du langage de l'image. Et à la croisée de ces deux univers, je pense que les femmes ont apporté quelque chose de singulier pour la bonne raison que socialement ou sociologiquement ou ethnologiquement, dans toutes les sociétés, elles occupent une place très particulière. Et dans les coulisses des sociétés où elles sont parfois reléguées, elles voient les choses, elles observent les choses et elles peuvent aujourd'hui, grâce aux images, en rendre compte. Donc il y a toute une version du monde qui nous était cachée et qui est révélée par le regard des femmes.
Alors les histoires de féminisme, elles sont très complexes et aujourd'hui, ça s'est amplifié par un certain nombre de revendications venues des États-Unis avec le mouvement #MeToo, qui a revendiqué aussi que professionnellement les femmes non seulement soient reconnues mais ne soient pas harcelées. Et là, il y a tout un débat qui s'anime en France parce que en France, on a une longue tradition sur comment appeler ça, le rapport homme-femme, la séduction, ce que tu appelais le rapport à la beauté. Quand on a travaillé sur la beauté, on s'est soucié beaucoup de ne pas l'enfermer dans des stéréotypes ou dans des critères de normalisation. C'était la notion de beauté très ouverte. Voilà. Donc ce festival rassemble à la fois l'histoire, l'image et le regard des femmes. Et cet héritage qu'on va essayer d'analyser cette année à travers les différentes générations de féministes. Donc difficile de faire un état des lieux des positions féministes aujourd'hui. La controverse qui est formidable, c'est que depuis que le féminisme existe, la famille féministe n'existe pas. Il n'y a pas une façon de définir ce combat pour l'égalité ou pour l'identité des femmes. En revanche, je suis frappée par quelque chose. Depuis que je connais le Festival international de films de femmes de Créteil, il semble totalement tabou de revendiquer le fait, et même toi d'ailleurs tu ne le fais pas, tu dis souvent finalement nous montrons des films importants, nous ne montrons pas nécessairement des films qui ont une identité particulière parce qu'elles ont été faites par des hommes, par des femmes. Mais tout à l'heure, j'ai interviewé un bluesman et nous n'étions pas du tout gênés de dire le blues, bien oui, est héritier de toute la culture afro-américaine. C'est une forme artistique afro-descendante. C'est étrange à quel point il serait dérangeant encore aujourd'hui de se dire qu'il y a un regard lié à l'histoire du genre auquel on appartient. On a l'impression que ça reste tabou de dire finalement c'est un film de femmes. On a envie de dire, et toi la première, c'est un grand film, il est signé par une femme, il faut défendre l'accès à la réalisation des femmes, mais le fait qu'il y ait cette spécificité du regard des femmes, ça reste quasiment tabou. Tu en es bien d'accord? Et est-ce que tu constates une évolution par rapport à ça? Est-ce que dans les différentes émissions, parce que tu es très très régulièrement interviewée, puisque tu as une pensée très puissante, très incisive, et une connaissance de la création cinématographique des femmes absolument unique, est-ce que ça a bougé? Est-ce qu'il est moins honteux de dire finalement ce film a été fait par une femme et il est marqué artistiquement par ce fait-là? Oui, ça a quand même beaucoup changé. Quand on a créé ce festival, d'ailleurs, je voudrais dire qu'à l'origine, on l'a fondé avec Elisabeth Tréhard, qui a un nom qui peut résonner ici de façon très importante, et ça, on pourra y revenir. Notre intention était vraiment de faire une démarche inclusive, c'est-à-dire de ne pas marginaliser les femmes cinéastes, de les inclure dans une grande institution comme une maison de la culture, puisque nous sommes à Créteil, dans une grande institution qu'on appelle une maison de la culture. Mais on s'est aperçu assez vite qu'en France, le label film de femmes était mal perçu par les réalisatrices elles-mêmes. Pas toutes, mais la plupart d'entre elles ont eu peur de s'enfermer justement dans un cinéma au féminin qui n'avait pas tous les critères de la reconnaissance à l'époque. Aujourd'hui, je crois que c'est assez différent parce qu'il y a un jeune mouvement de femmes cinéastes qui revendique justement d'être un langage au féminin, de parler différemment des relations amoureuses ou des relations d'identité de genre. Donc je crois qu'il y a eu une évolution. Par contre, le lien entre les générations est quelquefois un peu problématique et on a des démarches à faire les unes avec les autres, ça c'est clair. Alors, le fait qu'il y ait peut-être, ça varie selon les régions du monde, un poids de la souffrance plus grand du côté des femmes que du côté des hommes.
si on se situait dans cette hypothèse, est-ce que ça ne peut pas éventuellement rajouter de la sensibilité? Une fois de plus, on parlait du blues tout à l'heure. Le fait que les femmes aient été... Moi, je connais Éric Fassin, qui est un penseur que j'aime beaucoup, disait « Les femmes ont été longtemps assignées à résidence dans leur corps ». Le fait que les femmes aient peut-être un rapport au corps légèrement différent. Est-ce que tout ça ne peut pas faire que, je vais citer la phrase célèbre de Valérie Solana, les hommes sont des femmes ratées? Est-ce que c'est ça la phrase, Jackie? Quelque chose comme ça? Est-ce que les femmes, on n'est pas habitué à le dire de cette manière-là, n'auraient pas quelque chose en plus, non pas parce qu'elles sont plus puissantes, mais parce qu'elles sont plus fragiles? Et le sont-elles? Et pour combien de temps? Alors c'est intéressant la question sur la puissance, parce qu'il y a pas mal de journalistes aujourd'hui qui s'intéressent à la notion de femme puissante. Je cite par exemple... comment elle s'appelle, la journaliste de France Inter, Léa Salamé, qui vient de sortir un livre sur les femmes puissantes. Il y a eu cette africaine sénégalaise qui est belge, je crois, et qui a sorti 3 femmes puissantes. Donc il y a une revendication du côté des femmes, plutôt d'une qualité qui ne leur a pas été reconnue, qui est la force, la puissance, mais pas au sens du pouvoir, au sens de cette énergie qu'elles mettent à faire tellement de choses dans la vie, à assumer tellement de tâches en même temps, que effectivement les femmes sont fortes, puissantes, elles ont beaucoup d'énergie. Ça ne les empêche pas d'avoir cette fragilité par rapport aux défenses, c'est-à-dire qu'elles ne se protègent pas forcément du monde extérieur, bien qu'elles aient revendiqué de sortir du privé. Et le grand mot référence des féministes, ça a été le privé est politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les féministes ont réclamé une existence de citoyenne, une existence de femmes pouvant aller voter et pouvant être élues, il y a une revendication de sortir du privé, d'être dans la sphère publique et donc d'être beaucoup plus exposée. C'est là qu'on s'est rendu compte que la fragilité des femmes, elle était peut-être dans leur perception, mais pas dans leur façon d'être, puisqu'elles sont très, très fortes. Mais pourquoi opposer force et fragilité? C'est-à-dire que c'est précisément parce qu'elles sont fortes peut-être que les femmes aujourd'hui peuvent assumer d'être parfois moins réunies, plus disloquées, plus fragmentées. Cette complexité humaine, le rapport à la pensée complexe et non pas à la pensée unique, est-ce qu'elle ne peut pas être plus particulièrement portée par ceux qui revendiquent de ne pas avoir peur de souffrir, de ne pas avoir peur de perdre. Moi, je parle, une fois de plus, je fais la comparaison à nouveau parce que je sors de cette interview sur le blues. Je dirais que le cri de cigane, le cri de ceux qui n'ont rien à perdre est puissant, désespéré, déchirant et touchant. Est-ce que l'art n'est pas là pour pousser ce genre de cri? Est-ce qu'il faut véritablement aujourd'hui où les femmes sont peut-être, il y a une discrimination qui n'est pas en train de fondre, mais je dirais que les contours sont en train de s'adoucir très légèrement. Est-ce qu'il n'est pas important à ce moment-là, mais je pense que le débat ne va pas être clos facilement, à ce moment-là, de ne pas être dans le mimétisme de ce qui a été en un temps l'ennemi, le mimétisme de la puissance virile, le mimétisme vis-à-vis de l'esprit de conquête, le mimétisme vis-à-vis de mécanismes de violence, l'agressivité. Et est-ce qu'il n'y a pas eu... On n'est pas dans un moment historique où le féminisme est un humanisme, c'est-à-dire que le féminisme peut revendiquer la fragilité et l'émotion et tout ce qui fait le doute, et le doute, la question, le questionnement, le rapport à la connaissance et l'intelligence, revendiquer à une puissance maximale pour ébranler la société tout entière. Oui, j'aurais envie de dire plusieurs choses. D'une part, comme on est dans le cadre de l'interrogation sur le cinéma des femmes, il y a eu à un moment, à Hollywood notamment, une période où on a figé vraiment
les femmes dans des images glamour, d'objets sexuels, pas forcément d'ailleurs inintéressants, mais tellement stéréotypées, tellement enfermées, que la première réaction des féministes a été de se libérer de cette image et de revendiquer d'être aussi des femmes qui peuvent mettre des baskets et pas forcément que des talons. On revient tout à l'heure aux propos sur le tango. En même temps, ce qui s'est passé, c'est que les femmes sont sorties donc dans le domaine public, se sont confrontées à des professions qu'elles n'avaient pas forcément acquises jusqu'à présent et ont fait preuve de leur capacité et de leur intelligence. Et c'est peut-être ça qui a été fondamental, c'est la reconnaissance que les femmes ont aussi une façon de penser, des possibilités d'analyse et qu'elles peuvent être des grandes scientifiques, des grandes mathématiciennes et pas seulement des objets sexuels. Donc voilà, la complexité des femmes n'est pas seulement dans leur corps, mais elle est aussi dans leur esprit. Et ce qui fait la beauté des femmes n'est pas forcément que la beauté physique, mais c'est aussi cette complexité qu'elles représentent. Donc la liaison entre la fragilité et la force, c'est quelque chose qui peut être déterminant chez les femmes. J'aurais envie de faire référence à Chantal Akerman avec son film où elle montre Delphine Seyrig dans sa cuisine. Delphine Seyrig qui était une grande star de cinéma et qui se donnait en spectacle modestement en train de faire, je crois, éplucher ses pommes de terre. Donc la hiérarchie des images était cassée par cette innovation et je crois que ce qu'ont apporté les réalisatrices, c'est ça. C'est quelque chose qui casse la hiérarchie des images au profit positif des femmes complexes dans leur unité. Tout ça pose des problèmes ou des questions qui dépassent de loin je dirais, le simple combat féministe pour moi, ou le simple combat de statut des réalisatrices dans la création cinématographique. Je ferai référence pour terminer à cette période très courte où a été très médiatisé un slogan qui était « Faites l'amour, pas la guerre ». Si la révolution féministe, pour aller très 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 vite, si l'avancée des idées que les féministes ont portées pendant un certain temps pouvait amener à une révolution mondiale qui mette en échec, hélas on est très très loin de pouvoir être dans cette vision utopique, on est plutôt aujourd'hui dans des visions dystopiques, mais si l'accès à des moyens d'action plus importants de la part des femmes pouvait déclencher une révolution humaniste, ce serait quelque chose de formidable. Mais le temps nous est compté, je sais que nous allons sur cette place où les idées tournent, la place des idées en place. Nous allons nous retrouver, Jackie, parce que nous n'avons pas dit quelque chose. Tu es née à Caen, tu as grandi à Caen, tu as connu la fille de Jo Tréhard, Elisabeth Tréhard, avec qui tu as fondé le festival. Et je crois que ce sera l'occasion d'une seconde émission. Donc tu nous confirmes que tu es née à Caen et nous allons te dire à très très bientôt, Jackie. À bientôt, donc rendez-vous pour une historique sur Caen et mon histoire personnelle.